Avec SID. Pour un Congo fort et prospère. Avec SID. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo Ekolobo. Congo Ekolobo. Congo Ekolobo. Nous vous remercions. Bienvenue sur Africa Cool Télévision, la chaîne authentique, toujours au cœur de l'actualité. Chaque mardi, Tomé Makabino na décidé parti cher ya Martin Fayoulou. Lelo tozalaki encore sur le terrain pour na kozwa sous information pour na bino balamboka. Lelo pendant la séance na bango il y a différents partages d'informations en mboka na biso. Secrétaire général a décidé à confirmer et à reconfirmer encore que les députés nationaux ont 21 000 $. Puis à lobby pendant 3 mois de congé parlementaire, on a encaissé 21 000 $. Bino mokobosa ba calcul bisika bozali. Puis les membres ont décidé d'organiser marche jour à rentrée parlementaire le 15 septembre. Naza sur ceux qui boye mokolo wana bokomuna ba manifestation na bango no sonde ko salema. Tolanda bango na Bili Africa Cool Télévision. Mais à Kinshasa, vous avez suivi, nous avons suivi tous la dénonciation du président élu sur la manière insolente dont l'argent de l'État est consommé. Quelle opulence! 21 000 $ par député national depuis janvier. Si vous prenez 21 000 $ depuis janvier jusqu'au mois de septembre, parce qu'au mois de juillet, on leur a donné 3 mois à titre de vacances parlementaires. Jusqu'à septembre, ça fait 9 mois. Ça vous fait combien? 21 000 fois 9 mois, ça vous fait 189 000 $ par député. Et quand vous les multipliez par 500 députés, dans les 9 mois, ça nous fait combien? Ça nous fait 94 500 000 $. Sans compter les autres frais, les bureaux, ce dont on parle, ce qui a été dénoncé par le président élu, c'est uniquement ce qui est donné aux députés individuellement. Mais le bureau de l'Assemblée nationale, le Sénat et son bureau, on est à plus de à peu près 200 millions en une année qui sera consommé. Comment peut-on comprendre que dans un pays où moins de 1000 personnes s'accaparent de tout l'héritage financier que le terrain nous a légué, les policiers, les militaires de la RDC sont nourris à 300 francs par jour. 300 francs, je vous l'avais dit. 0,020 $ par jour, par militaire. Et c'est une situation délibérément entretenue pour faire imploser les pays de l'intérieur et permettre à ceux qui ont accordé le pouvoir aux usurpateurs de bien occuper et balkaniser notre pays. Et ça, nous devons prendre conscience. Ce n'est pas l'affaire de nos compatriotes qui habitent au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri, dans les Bazouélé, au Touélé ou les Tanganyika. C'est une affaire nationale, c'est notre pays. Est-ce que ceux qui consomment l'argent de l'État, ce sont nos frères qui sont dans la partie est de notre pays? Non, l'argent est consommé à Kinshasa de manière insolente, chers amis. Même les poules ne consomment pas les arachides de cette façon. C'est pas possible. Donc, nous devons nous indigner, nous révolter. Et voilà pourquoi, le 15 septembre, lors de la rentrée parlementaire, nous devons manifester notre indignation. Nous devons nous révolter. Et nous devons démontrer à la face du monde que trop, c'est trop. Ça doit s'arrêter. Merci beaucoup. Na makambu ya kwa mtu. Lelo bandeko babimi par exemple en église. Baswana teni te dimanche moko boye kaka. Po que koki
babanda kobeta bambeli kokata batu koboma batu batu ya kwa muntu na bayaka bateke na bayaka baviva ensemble banda kala makambo ya basaki ya nini ya badroit ezala banda kala pona nini kaka lelo oyo makambo ebimike eza boye c'est que eza quelque chose eza elo soki mwana soso atondisi nzungu c'est que mama na ye aza na se mais c'est ilombo Bible ezoloba na mukanda ya Matthieu 18 verset 18 ke nyonso bokanga na se likolo mpe ekangami na oyo nyonso bandeko bazoloba pona nini ngazo kamwango te po meseti lombo aloba deja aloba liboso abakoko liboso abatu nyonso aloba ke oyo akotrahi e peuple congolais comme ne likama na Genève to kwa okamwango te mais sikoyo ya trahi likama wane kolanda nani eza lokola mutu alobi ke awa soki muyibi ayibi tokotumba ye na pine mais ye moko aki ayibi seke bakosaleni bakotumba ye na pine lisusu na kaka na Matthieu wana na verset 12 na Matthieu 12 verset 37 Bible zoloba ke car c'est par tes paroles tu seras justifié et c'est par tes paroles tu seras condamné. Na proverbe Bible zoloba boy na proverbe 29 na verset 2 quand les justes se multiplient le peuple est dans la joie mais quand les méchants dominent le peuple gémit. Biso to kwa koloba te bokwa kolela te lelo oyo papa oyo aboti yo te echa koka kozwa charge na yo bande ti suka du 1er au 30 histoire ya Martin Fayulu à part Jésus-Christ ezalaki avant et après histoire ya Martin Fayulu lelo oyo ekomi avant et après parce que banda indépendance ti lelo ti après indépendance to mona na te mutu a marqué époque lokola Martin Fayulu oyo to yoka te o akenda ki ake kozwa mbongo wapi ake wapi na mukanda ya Marc 6 verset 20 Bible zoloba nini Bible zoloba boy Jean azalaki intègre dans son intégrité batunde babanda kobanga Jean lelo oyo ndenge moko mutu oyo aboti mutu te akoka kozwa charge ne tina suka te parla nanga lobani nanga lobake Martin Fayulu aza koko lelo nanya yibi bukoko me atiki koko asali ere parce que koko nde mutu asala kabatisa bukoko bayibaki bokonzi me bayibaki Martin Fayulu te comme Martin Fayulu azali toujours abando loba abando tia bango mal à l'aise parce que Martin Fayulu azanani koko. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la parole. Monsieur le président élu, chers membres, madame la vice-présidente, chers membres du bureau national, chers Banamboka, distingués invités, le pays, comme l'avait déjà prédit il y a plusieurs années, le président élu est en train de sombrer chaque jour qui passe. La province du Bawele, dans la province du Bawele, certains territoires sont aujourd'hui occupés par les groupes armés, les Seleka, les Antibalaka et les Mororo. Dans la province
du Haut-Ouélé, on n'en parle même pas. Une grande partie du territoire est occupée par les Mbororo venus du Sud-Soudan. La situation de l'Ituri vient de nous être décrite. Le Nord Kivu également. Nous avons oublié que jusqu'à présent, dans le Sud Kivu, dans le haut plateau, la situation de Minembwe n'a pas positivement évolué. Jusqu'à aujourd'hui, l'insécurité règne et des parties importantes de notre territoire sont occupées par des milices instrumentalisées par les pays voisins. Dans le Tanganyika, nous avons suivi ici l'exposé de notre camarade Bienvenu Matondo et la situation reste inchangée. Les tribus Toa et Bantou s'affrontent et l'insécurité est totale. Nous avons vécu ici le phénomène Kamwena Sapou dans le Grand Kassai, au centre de notre territoire, de notre pays. Les gens se sont coupés de tête. Et comme si tout cela ne suffisait pas, aujourd'hui c'est à la porte de Kinshasa, dans les Maïndombe à Kwamount. Chers camarades, chers Manamboka, vous avez suivi les tweets du président sur l'évolution de la situation sécuritaire à Kwamount. La situation se dégrade chaque jour qui passe. Et le président élu s'interroge. Et cette interrogation, c'est une interpellation pour la communauté nationale et pour la communauté internationale. Que font ceux qui dirigent le pays par défi? À chaque fois qu'il y a des manifestations pacifiques de la Mouka, on déploie un arsenal important de la police, même de l'armée, pour réprimer les manifestants pacifiques. Ici à Kinshasa. Mais nous sommes à moins de 200 km à la porte de Kinshasa. Les images qui nous parviennent sont horribles à voir. Et nous sommes dans l'impossibilité d'identifier qui fait quoi concrètement. Je vais faire un recul théorique pour faire comprendre si réellement il y a un État, il y a un gouvernement dans notre pays. Dans l'ancien temps, les gens vivaient dans ce qu'on appelait l'état de la nature. Dans cet état de la nature, c'était la loi du plus fort. C'est la jungle. Chacun, le plus fort, pouvait faire ce qu'il voulait. À un moment donné, les êtres humains se sont regardés pour se dire Dieu, le créateur du ciel et de la terre, nous a fait grâce en tant qu'être humain. Si les animaux, les oiseaux, les reptiles comme les serpents sont dépourvus d'intelligence, mais dis-moi pour nous les humains, Dieu nous a doté l'intelligence qui nous différencie des autres êtres sur la terre. Comment nous pouvons vivre comme les animaux? Et les hommes sur la terre ont créé ce qu'on a appelé le contrat social. Chacun a accepté volontairement de renoncer à sa force physique individuelle pour se confier à une institution supérieure, à un être supérieur. C'est cette institution qu'on a appelée l'État. Et depuis lors, selon les théoriciens de l'État, l'État a eu comme mission de sécuriser les personnes et leurs biens, sans distinction de tribus, sans distinction de religion.
ni d'appartenance politique. Et c'est pourquoi les principales missions régaliennes de l'État, c'est assurer la protection de l'intégrité territoriale contre les menaces extérieures et pacifier l'intérieur du pays en sécurisant les personnes et leurs biens. Mais si aujourd'hui, à quelques mètres de la capitale, siègent des institutions, avec les représentations diplomatiques, le gouvernement congolais, qui dirige le pays par défi, si aujourd'hui ce gouvernement est incapable de dépêcher les instruments qui appliquent les prérogatives de la puissance publique, juste pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Parmi les services qui ont la mission d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, nous avons les services d'intelligence. Et parmi les services d'intelligence, vous avez l'Agence nationale de renseignement dans notre pays, l'ANR. Vous avez la police spéciale qui est en civil. Vous avez la police militaire. Vous avez les renseignements militaires plutôt, ce que vous appelez des NEP, qui sont civils. Comment on n'arrive pas à déployer dans la partie où les atrocités sont commises, comment on n'arrive pas à déployer les services de renseignement comme ça se fait dans tous les pays du monde avant toute opération militaire, pour arriver à identifier qu'est-ce qui se passe réellement. Les images circulent dans tous les sens, atroces et difficiles à regarder. Ces images proviennent réellement de Kwamout. Et si réellement ces images nous viennent de là, comment on peut accepter une telle atrocité humaine à quelques kilomètres de Kinshasa? Donc, chers camarades, nous sommes livrés à la loi de la sélection naturelle. Sans protection d'un quelconque gouvernement, l'État est totalement absent, inexistant. La fois passée, nous nous sommes demandés tous d'être vigilants, de ne pas tomber dans les pièges de la stigmatisation, de ne pas tomber dans les pièges de ceux qui distillent le venin de la division. Le pays est en train d'imploser et les choses se dégradent et tout le monde croise les bras et la jouissance au sommet de l'État est totale. Voilà, chers camarades, la situation qui nous inquiète est le président élu chaque jour qui passe hausse les tons, interpelle la communauté nationale, la communauté internationale, tous ceux qui peuvent avoir le pouvoir d'agir. Le camarade qui était venu ici, Timothée Mboké, le secrétaire exécutif provincial de notre parti dans les Maïdom, nous a décrit la situation. L'équipe gouvernementale qui était descendue, qui s'est arrêtée dans la cité de Kwamout, n'est pas arrivée dans des zones où les atrocités se commettent. Et nous entendons par la voix des ondes des propos qui ne sont pas de nature. Des propos tenus par des responsables gouvernementaux qui ne sont pas de nature à encourager la cohésion entre les tribus. Et nous prenons à témoin la communauté nationale et la communauté internationale que Kinshasa est menacée. Les gens qui quittent les territoires, qui viennent à Kinshasa, il n'y a même pas de dispositif pour contrôler qui entre. Qui entre avec quoi? Et nous risquons de nous retrouver un matin à Kinshasa, on vous dit que Kinshasa est assiégé, les gens sont en train de s'entretuer et avec
la situation démographique de Kinshasa, ça va être une catastrophe humaine incontrôlable. Voilà, chers amis, je vais pouvoir m'arrêter là et nous attendons vos questions, les commentaires, les gens qui ont des informations supplémentaires pour enrichir les débats d'aujourd'hui. Je vous remercie. Je vais commencer par la situation qui prévaut actuellement en Ituri. Ensuite, je vais aller aborder celle du Nord Kivu. D'abord en Ituri, sachez que la situation demeure préoccupante, extrêmement préoccupante d'ailleurs. La semaine écoulée a été marquée par l'attaque sur la cité de Mungwalu. Comme je crois, pour ceux qui ne le savent pas, Mungwalu, c'est la deuxième agglomération de la province de l'Ituri. Elle est située à plus de 90 km au nord de Bunia, en territoire de Djougou. Mungwalu, c'est pratiquement la capitale de l'or de la province. C'est une cité essentiellement aurifère, habitée par, on parle de plus de 25 000 trésors artisanaux d'or. Alors la cité a été attaquée le week-end par les groupes Codeco. En fait, ils sont en train de se battre pour l'or, comme je vous ai dit l'autre fois, avec un autre groupe qui s'appelle d'autodéfense Zaïre. Et il y a eu une trentaine de morts dans ces attaques. L'armée a réussi à repousser les deux milices qui se battaient là-bas. Mais c'est une situation extrêmement préoccupante. Comme vous savez, je vais peut-être le souligner aussi, Mungwalu, on parle d'une production d'or annuelle estimée à plus de 600 kg d'or à Mungwalu, évidemment qui provient de l'exploitation artisanale. Mais les 600 kg d'or, il n'y a aucun comptoir d'or agréé à Bunia, même pas en Ituri. Aucun comptoir d'or officiel agréé. Donc tous les 600 kg d'or qui sont exploités sont exportés de manière frauduleuse via l'Ouganda. Et vous comprenez toute la dynamique économique autour. L'Ouganda ne voudra jamais qu'il y ait la paix dans cette zone, parce que s'il y a la paix, l'État congolais va avoir le contrôle sur ces minerais, sur les circuits de l'exploitation de ces minerais, et c'est l'Ouganda qui perd. Donc l'Ouganda exporte cet or en fait comme si c'était son or. Ce n'est pas tracé, c'est impossible pour nous de dire que c'est nous qui l'avons exploité. Donc, donc ça c'est la situation en territoire de Djougou. En territoire d'Irumu, parce que nous avons 3 territoires problématiques sur les 5 qui comptent l'Ituri. Ceux qui sont problématiques, c'est Djougou, c'est Irumu et Mambasa. Les 2 territoires de l'extrême nord du pays, qui sont d'ailleurs à l'extrême nord-est du Congo, c'est Aru et Mahagi, où il y a pratiquement de la calme. Il n'y a pas de groupe armé là-bas. Alors, à Irumu, la situation a été caractérisée par l'affrontement de 2 autres milices aussi qui s'affrontent là-bas, sous un état de siège quasiment inexistant. Les 2 milices s'appellent la FRPI et la FPIC. Ils se sont affrontés à 10 km au sud de la ville de Bunia. Jusque-là, nous ne savons pas les raisons de cet affrontement. L'armée n'a même pas communiqué là-dessus. Mais on parle de 3 morts côté civil dans cet affrontement. Il faut signaler ici que l'état de siège, qui ne mène plus d'opérations pratiquement contre les groupes armés, est engagé dans une logique de négociation avec les groupes armés. Le gouverneur militaire qui est là a forcé les communautés, parce que comme je vous avais dit, tous les groupes armés évidemment ont des connotations tribales. Alors le gouverneur militaire a forcé toutes ces tribus, toutes ces communautés à entamer des dialogues avec les leaders des groupes armés. C'est ce qui est en train d'être fait avec Codeco et la communauté Lendu, avec Zaïre et les Hema, et avec FPIC avec une autre communauté Bira là-bas.
Mais c'est une démarche totalement contestée sur le plan par la population, par la société civile et tout le monde. Parce que nous pensions que l'état de siège ne venait pas pour recevoir des cahiers de charges des groupes armés, où les mêmes groupes armés qui ont tué nos populations demandent l'amnistie, demandent de les intégrer dans l'armée, de reconnaître leur grade fantaisiste. Voilà les choses qu'ils demandent. Et l'état de siège aujourd'hui se limite à recevoir ces cahiers de charges de ces groupes armés et en leur promettant l'impunité, ce qui est inacceptable aux yeux de beaucoup de gens sur place. On est d'accord qu'il faut la paix, mais pas une paix au prix de l'impunité, parce que ça va revenir après. Quelqu'un d'autre pourra toujours créer un autre groupe armé, et il sait qu'on va négocier avec lui, il sera général dans l'armée, et c'est tout. Après avoir tué des femmes et des enfants, rasé des villages, détruit des écoles et des hôpitaux. Alors, voilà un peu, en général, la situation actualisée pour ce qui concerne l'Ituri. Parce que je n'ai que 5 minutes, on va rapidement au Nord Kivu. Comme vous savez, Bunagana est toujours entre les mains du M23. Et pratiquement, il n'y a rien qui est fait depuis plus de 2 mois. L'armée est dans les statu quo pratiquement. Nous ne savons pas l'ordre est venu d'où pour demander à l'armée de ne rien faire, de ne mener aucune opération pour tenter de reprendre Bunagana. Je veux vous rappeler que Bunagana, c'est un important poste douanier du Nord Kivu. Les chiffres de la DGDF avant l'occupation parlaient d'entre 1 et 2 millions de dollars de recettes douanières de Bunagana. Donc 1 à 2 millions de dollars sont laissés entre les mains du Rwanda pendant plus de 2 mois, sans mesurer tout ce que le Rwanda est en train de faire traverser là-bas clandestinement, nuitamment ou comment. Il n'y a personne pour contrôler. Alors, mais vous avez aussi appris que les réfugiés congolais qui s'étaient réfugiés en Ouganda à la suite de cette attaque du M23 sur Bunagana ont été chassés de manière brutale par les Ougandais pour les forcer à rentrer côté congolais. Mais l'inquiétude, c'est qu'on pense qu'il y a l'Ouganda l'a fait pour favoriser des infiltrations vous savez que les anciens M23 battus en 2013, il y en a qui résident toujours en Ouganda, dans des camps et tout ça. Alors beaucoup estiment que l'Ouganda a profité de ça pour infiltrer tous ces rebelles de l'ancien temps du M23 qui reviennent avec les réfugiés là qui sont en train de chasser de manière brutale. Mais il faut aussi vous faire part de cette révélation d'un journaliste très informé sur les questions du Nord Kivu, Nickel Kibelbel, je crois beaucoup, du journal Les Coulisses. Il a écrit un article pour révéler que le M23 est en train de préparer une vaste attaque pour prendre Rumangabo. Rumangabo, c'est une ancienne base militaire importante qui a été pillée à l'époque de l'AFDEL, mais ça reste un camp militaire important. Et s'ils prennent Rumangabo, là, ils ouvrent la route sur Goma. Et selon lui, vous savez que le Rwanda a toujours accusé notre armée de travailler en connivence avec les rebelles FDLR qui sont encore chez nous. Mais les journalistes ici révèlent que dans les rangs du M23, il y a également des combattants Hutus, parce que les FDLR, ce sont des Hutus. Il y a d'autres combattants, des groupes comme Nyatura qui sont actifs là-bas. Les journalistes là montrent que dans les rangs du M23, il n'y a pas que des Tutsis, il y a également des Hutus que le Rwanda nous oppose comme étant des génocidaires. Mais lui-même, le Rwanda travaille avec eux au sein du M23. Parce que parmi ces Nyatura, il y a également des anciens génocidaires Hutus. Mais le Rwanda les supporte dans le M23. Mais nous, il nous dit non, nous, voilà, nous appuyons les FDLR génocidaires. Alors que dans les rangs du M23, ces journalistes, selon ces sources, estiment qu'il y aurait également des combattants Hutus génocidaires également. Donc,
voilà un peu, je crois, ce que je peux vous dire par rapport à cette situation. Et comme je disais, au niveau de Kinshasa ici, on ne sent pas grand-chose qui est fait pour contenir toute cette menace. Donc l'Ituri est aujourd'hui abandonné entre les mains des groupes armés. Djougou, ce sont des groupes armés qui se combattent pour l'or. Les ADF qui ont été repoussés en profondeur avec cette histoire d'entrée de l'armée ougandaise contrôlent aujourd'hui la quasi-totalité de la route nationale numéro 4. La route nationale numéro 4 va de Beni à Kisangani en passant par l'Ituri. Avant l'état de siège, cette route était praticable. Aujourd'hui, les ADF, quand les Ougandais les ont repoussés en profondeur, ils ont quitté le nord Kivu. D'ailleurs, vous entendez, ils n'attaquent plus beaucoup du côté Beni. C'est maintenant en Ituri, dans les territoires de Mambasa et d'Irumu. Et là, Mambasa, c'est un territoire totalement forestier. C'est là qu'il y a la réserve de faune à Okapi. Et quand ils vont arriver là-bas, écoutez, ils vont d'abord disparaître dans cette forêt dense qu'il y a entre l'Ituri, la Chopo et les Hauts-Touélé. Donc, les Hauts-Touélé doivent déjà commencer à se préparer lui aussi à compter des morts et la Chopo. Et du côté de notre armée, on ne sent pas grand-chose pour contenir une si grande menace. Merci beaucoup. Mais mon tour au sommet, on entend ma caméra les gasmatés. Tant qu'on va trouver ce bateau bel en ambo, on va comprendre que mais des konangai et vous allez pas super mawa. Ce qui les lots, vous avez battu des côtés au protocole n'a pas limité. N'a pas combattu ya papé tient nazaraka. Tant qu'on a mon abiloko, des côtés on va senga na peuple congolais. Ce qui des côtés bazana makasité, vous met à ça la démission. Parce que ça qui nga itigre na kotika. Na ko sacrifier milimo ya ba congolais belete likola moto moko lelo tozoka chaque jour bande ko na biso bazokufa chaque jour soko ki bande ko bazokufa koto ki bato ba okabola mbongo bato ba ko kufa kuna koto bato ba okabola mbongo mais tozokende wapi mokolo moko te to ki na kati ya mboka na biso Kongo ete ndeko Tshilombo adali to bima na prince to komona bande ko na biso ba vegle nde bazotepa tepa cas social vient du monde société. Société, c'est ensemble les deux ou plusieurs personnes. Mais ndeko Tshilombo, est-ce que Bolimbi Sanga bandeko langai, moto, ou azayina maela bon moto, ou alekaka na bande à l'école, quand même, a été le quoi bengi social. Comment ils ont dirigé tout le gars bateau, mais aux ala makasi à comme ma bangote, déposé, mais toujours qu'un de tuapi. Tant que toujours dans la temps la vie chez eux kendi, ndeko langa au village à Souka, autorité toujours à la mangomba pour nous benga la satana, peuple congolais, soit conscience. Affaire et ça dit l'opposé la mission congolais. Ce qui t'ont dit et ça y passe. Merci beaucoup. Je pose ma question en rapport avec la question de les sujets de Kwamuntu. J'ai bien suivi monsieur le secrétaire général qui pratiquement a affirmé que le gouvernement ne fait absolument rien à ces sujets. Personnellement, j'ai suivi la descente de la délégation gouvernementale à Kenge. Il y a eu le ministre des Affaires sociales, le ministre de la Justice et également le ministre des Droits humains qui sont arrivés là-bas échanger avec les responsables de la province de Kwango. Alors lorsque vous affirmez que le gouvernement ne fait rien, quelles sont les informations que vous détenez qui affirment, qui attestent que le gouvernement ne fait rien? Parce que nous avons évidemment vu tous ces trois responsables à Kwango échanger avec le responsable du gouvernement provincial. Je reviens également sur la question de Bunagana, précisément sur la question de déploiement de forces de l'EAC. Nous avons suivi sur les ondes que le Rwanda finalement va également dépêcher ses troupes au Congo comme les autres nations membres de l'EAC. Et quelles sont les informations que vous détenez aussi à ce sujet? Nous devons avoir plus d'éclaircissement. Merci. L'observation, c'est que, au regard de tout ce qu'on vient de nous exposer par le camarade Luc, le secrétaire général, il n'est plus à démontrer qu'au stade actuel, la RDC est un État défaillant. Et s'il faudrait même aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'on entend par État défaillant? C'est-à-dire un État qui est incapable d'assurer une justice pour tous,
un État incapable de maîtriser les conflits entre les ethnies, un État incapable même d'assurer le minimum possible. Donc, je crois qu'à ce stade, sans être conférencier du jour, notre camarade qui vient de poser la question peut bien comprendre que lorsqu'on ne sait pas doter l'armée des moyens conséquents, lorsqu'on détourne l'argent, les soldes des militaires, et qu'au sommet de l'État, c'est celui-là qui exerce la fonction du chef de l'État qui s'en plaint, qui dit devant les généraux que jamais il n'y a personne qui a déjà dépensé autant de moyens comme moi. Mais est-ce qu'un chef de l'État est là pour se plaindre ou bien pour agir avec tous les instruments de l'État qu'il a? Donc ça, c'était une observation. Au niveau des suggestions, je loue bien cette initiative du parti qui consiste à nous réunir afin d'avoir la matière. Mais vous savez, la force de la pédagogie, c'est entre autres les programmes. Nous avons un bon programme, la matière est là. Les professeurs sont bien équipés parce que ce sont des messieurs qui maîtrisent la matière. Mais je voudrais qu'à la longue, on puisse nous amener une carte géographique. Ce n'est pas correct, ce n'est pas facilement assimilable. Lorsqu'on vous explique Irumu, Irengeti, Djougou, comme ça en tête, c'est bon pour celui qui enseigne, mais ce n'est pas facile. Parce que les pédagogues définissent apprendre comme modifier ou acquérir de nouvelles habitudes avec la volonté de l'apprenant. Donc il faudrait qu'à la fin de la formation, il y ait des objectifs. Il n'y a pas d'enseignement sans objectif. Un enseignement prévoit des objectifs. Par exemple, il faudrait qu'à la fin de la formation, l'étudiant soit capable de 1, 2, 3, 4. Mais comment serons-nous capables lorsque nous n'avons pas la maîtrise même des sites géographiques? Je dis et je vous remercie. Chers camarades, vous posez la question de savoir qu'est-ce qui atteste que rien n'est fait alors que les responsables gouvernementaux étaient sur place. La réponse nous a été donnée par Timothée Bocquet, responsable du parti d'Allemagne Dombe, qui nous a dit clairement que ceux qui sont descendus ne sont pas arrivés sur les lieux de théâtre des atrocités. Là où les crimes se commettent, là où les gens s'entretuent. Ils se sont arrêtés dans la cité de Kwamoud et ils sont rentrés. La preuve est que vous avez suivi les responsables du gouvernement qui sont allés rencontrer une autre partie en conflit dans la ville de Kenge. Est-ce que c'est là où se déroulent les atrocités? Pas possible. Le camarade de Valérie Poy vient de nous le dire. L'État congolais, avec ce gouvernement illégitime, est en faillite. Et si on ne prend pas, on ne fait pas attention, il sera bientôt mis en liquidation. C'est la raison pour laquelle nous devons nous mobiliser. Mais on s'est posé la question. Si quelque chose était fait, mais pourquoi les atrocités continuent? Pourquoi on continue à enregistrer des blessés, les morts? Jusqu'à ce matin, les images qui circulent sont horribles. Mais pourquoi ce flou artistique par rapport à la situation réelle sur le terrain demeure? Nous parlons bien des services d'intelligence. Le camarade Didier vient de nous en parler. Est-ce que c'est parce que les services ne sont pas bien payés ou tout simplement parce que c'est une situation qui est en train d'être entretenue pour des objectifs politiques? Voilà, donc, la situation est inquiétante, elle se dégrade chaque jour qui passe, et les interrogations se multiplient, et nous avons des raisons de nous inquiéter et d'alerter la communauté nationale et internationale. Pour avoir pris cette initiative de nous réunir chaque semaine pour qu'on fasse le point sur la situation sécuritaire de notre pays. Nous sommes, je crois, les seuls partis en RDC qui prenons de notre temps chaque semaine pour la question nationale. C'est quelque chose qu'il faut absolument encourager et remercier.
Alors on demande bon, les services de renseignement, qu'est-ce qu'ils existent dans notre pays et ils sont au service de qui? Mais je voudrais dire à mon camarade que essayer de fomenter un coup d'État, c'est juste une blague, essayer de fomenter un coup d'État contre le régime qui est là aujourd'hui, ces services vont vous trouver dans les minutes qui suivent. Donc les services de renseignement existent, mais ils sont au service d'un individu pour protéger son pouvoir. Ce n'est pas pour protéger le pays. Si vous demandez à ces services de voir les Rwandais qui viennent nous agresser, ils ne les voient pas. Ils ne voient pas les Ougandais. Vous avez appris que l'armée burundaise est déjà aussi chez nous. Et j'ai lu le communiqué de la présidence burundaise. Ils disent que c'est le Burundi qui finance l'opération. Mais c'est en échange de quoi? Le Burundi est un pays pauvre, extrêmement pauvre. Il va prendre des millions et il vient, il les gaspille pour nous aider. Voilà la diplomatie qu'on est en train de faire chez nous. J'apprends aussi que le Soudan du Sud va entrer. Le Soudan du Sud qui est déjà en guerre chez lui terriblement, à Arou chez nous là-bas en Ituri, parce qu'on est frontalier avec le Soudan du Sud. On accueille plus de 40 000 réfugiés sud-soudanais qui vivent chez nous. Incapables de régler d'abord leurs problèmes là chez eux. Voilà les gens qui vont venir combattre pour nous avec leur argent. Depuis quand, dans ces relations entre États, un État dépense des millions gratuitement pour les nôtres? Depuis quand? Ça ne se fait pas, il y a toujours une contrepartie, et comme nous ne la connaissons pas, c'est donc flou. Je crois que nous, dans nos communications du parti, on va devoir demander à ce régime de nous dire la vérité. C'est quoi la contrepartie de l'arrivée de ces armées-là? C'est très important. Alors, je termine cette question en vous rappelant. Je ne sais pas si vous avez vu une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux qui montre un policier qui garde une prison, je crois, à Kabare au sud Kivu. Un policier pieds nus, visiblement affamé, peut-être même impayé, mais qui garde, on nous parle d'une centaine de prisonniers. S'il vous plaît. S'il vous plaît, un policier affamé, pieds nus, non équipé, peut-être même pas de tenue. J'apprends que même nos militaires ne sont plus dotés en tenue, ni en bottines, ni en rien. Et c'est ça, ces messieurs, que vous demandez de garder une prison où il y a une centaine de détenus. Vous voyez? Et les gens sont en train de se distribuer dans l'insolence des milliers d'argent du contribuable congolais. Ils sont dans la fête, ils sont dans les voyages, dans les mariages, s'il vous plaît. Je crois que si les gens étaient honnêtes, ils devaient déjà démissionner. C'est la plus simple des choses à faire, ils devaient démissionner. Alors, on me demande, le Rwanda, de l'histoire de l'EAC. On dit que finalement, c'est une révélation de RFI que nous avons tous suivi, que finalement, le Rwanda a pesé pour que lui aussi fasse partie de ces forces qui seront déployées chez nous de l'EAC. Et la question de savoir pourquoi ces gens se battent absolument à venir chez nous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils viennent? Pourquoi ils se battent? Tout le monde veut absolument y être. Voilà toute la question. C'est que ces gens ne nous disent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas se battre pour rien, pour venir dépenser leur argent, faire tuer leurs militaires chez nous pour rien. Non. Alors, on a appris ça, mais sachez même que si même l'armée rwandaise ne venait pas, c'est que l'EAC, ceux qui sont chargés des renseignements des troupes de l'EAC, c'est le Rwanda. Et vous savez que la guerre, c'est le renseignement. C'est le Rwanda, même s'ils n'amenaient pas ces gens ici, ces militaires seront là pour coordonner les renseignements des opérations de l'EAC. Donc ils seront de toutes les façons, ils seront là. Et nous ne savons pas justement c'est quoi l'enjeu, la carte, c'est quoi, qu'est-ce que le Rwanda, pourquoi il se poumonnent autant, à coûte que coûte il doit être là. Coûte que coûte le Kenya veut être là, coûte que coûte la Tanzanie, coûte que coûte le Burundi, le Soudan du Sud. Voilà les grandes questions et j'espère que le bureau national de notre parti va devoir, c'est vraiment ma recommandation, va devoir communiquer là-dessus pour demander à ce régime de nous expliquer d'abord qu'est-ce que ces gens gagnent en contrepartie d'autant de sacrifices chez nous. Je vous remercie.
pour notre ami qui a posé la question sur Kwamut. En août 2016, M. Jean Prince, qui a pris le nom de Kamona Sampou, a été tué au Kasaï. C'est les débuts de l'histoire. Un mois après, les massacres ont commencé. On est en août 2016. Il y a eu glissement, bien sûr. Mais le haut de massacre, c'est entre septembre 2016 jusqu'en 2017. Et 2018, c'était l'année électorale. On va dire ça comme ça. Là, on est à une année des élections. On a un flou artistique sur ce qui a réellement déclenché la situation qui se passe juste ici à côté. Je vous fais le lien entre Kasaï et le Grand Bandundu dans son ensemble, qui est à quelques kilomètres de Kinshasa. Et là, le massacre commence. Nous devons faire très attention. Ces régimes, le régime géniteur de ces régimes, avait opéré aussi même flou artistique au début du massacre de Kamona Sampou. Ce régime qui est le fils de ces régimes ou la continuité du régime qui est passé, opère à peu près le même flou artistique. Mais il y a des morts. Je ne dis pas que c'est le même conflit, je ne dis pas que c'est la même méthode. Mais je dis que le parallélisme peut être fait en termes de morts, des massacres des gens qui ont toujours vécu en paix et en intelligence. Et nous devrions commencer à faire des parallélismes intelligents à l'intérieur. C'est tout ce que j'allais vous dire pour interpeller un tout petit peu votre conscience. Merci beaucoup. Je suis Jean-Saint Boilentou. Avant de poser ma question, qui s'adressera évidemment à M. Luc Malembe, je voudrais en premier lieu préciser une chose sur l'inexistence de l'État. Moi, je crois qu'il n'y a plus rien à prouver, d'autant plus que les faits sont clairs. Si, par exemple, l'État congolais aujourd'hui est incapable de stopper les atrocités à l'Est et celles qui se passent aujourd'hui à Kwamutu, dans les Grands Bandundu, je pense que prouver encore l'inexistence ou encore la faiblesse de l'État serait, à mon sens, un dérapage, parce qu'on ne peut plus prouver cette incompétence, d'autant plus que à Kwamutu aussi, si par exemple ils sont incapables de stopper ces atrocités, on ne peut pas dire que l'État congolais existe encore, parce que l'affaire de l'Est est plus grandiose que celle de Kwamutu. Ça serait éradiqué en un clin d'œil. Si l'État congolais est incapable de l'éradiquer, on ne peut plus chercher encore à prouver l'inexistence de l'État. Alors, ma question s'adresse à M. Luc Malembe. Ici, nous avons tendance de ne pointer que le Rwanda, l'Ouganda, qui pratiquement sème de la terreur à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a d'autres puissances mondiales qui sont derrière ce pays ou encore ces nations qui sèment de la terreur dans notre partie est du pays, d'autant plus que nous avons la présence de la MONUSCO, qui aujourd'hui, moi personnellement, je m'étonne, la MONUSCO qui est équipée, qui a des avions, qui a des hélicoptères, qui a des matériels, qui est incapable d'éradiquer les atrocités à l'est du pays. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'il y a une main noire ou encore certaines puissances mondiales qui sont derrière ces pays qu'on est en train de citer jour et nuit? C'est une question à laquelle personne ne m'a jamais répondu et je veux à ce que vous me répondiez si possible. Si oui, nous avons aujourd'hui la présence de la MONUSCO, est-ce qu'on peut agir comme le Mali? Merci beaucoup. Je suis camarade Daniel Ngoa de la cellule ISK ou Cordon Université Simon Kimbangu. Alors, j'ai une toute petite préoccupation sur l'est de notre pays, sachant que les camps militaires, si je peux le dire comme ça, qu'on trouve à l'est du pays ont été implantés par rapport aux attaques que nous avons eu à subir depuis l'époque coloniale. Est-ce que les CID a pensé peut-être une fois au pouvoir réorganiser cette implantation-là
parce que maintenant nous savons que la plus grande attaque ou les plus grandes attaques que nous connaissons viennent du Rwanda. Alors, en rapport avec le Rwanda, est-ce que le CID, notre parti, a pensé une fois au pouvoir réorganiser ces camps-là où nous avons un autre mécanisme mis en place pour mettre fin à ces attaques? Merci. Merveille Bounangana, coordonnatrice de l'ICD à l'UPC. J'ai juste une préoccupation concernant nos frontières à l'est du pays. Vous vous rendez compte que nos frontières ne sont pas vraiment sécurisées. Par exemple, si tu es à l'Ouganda, au niveau du lac Albert, si nos pêcheurs partent pêcher là-bas au niveau de l'Ouganda, ils sont tués. Mais si les Ougandais viennent chez nous, ils pêchent facilement et puis ils rentrent chez eux. J'aimerais juste savoir si le CID peut penser un peu à renforcer la sécurité au niveau de nos frontières. Genre créer un peu une brigade qui pourra faire en sorte que chaque province soit sécurisée concernant nos frontières. Merci. Avec SID. Pour un Congo fort et prospère. Avec SID. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo et Colobo. Congo et Colobo. Congo et Colobo. Nous vous remercions. Congo fort et prospère. Avec SID. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo et Colobo. Congo et Colobo. Congo et Colobo. Nous vous remercions. Question. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cools analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne oza impartial. Le rôle Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Vous placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'a bêté. Au moins ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage jaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.